Aujourd'hui à NVL, François Legault reçoit sa première dose de vaccin. Les partis d'opposition critiquent fortement le budget d'Éric Girard, alors que la Fédération des chambres de commerce du Québec s'en dit satisfaite et que les PME demandent plus de soutien concernant la pénurie de main-d'œuvre. C'est un peu un passeport pour notre liberté, dans le fond, de se faire vacciner. Vendredi, le premier ministre François Legault a reçu sa première dose du vaccin Pfizer-BioNTech au Stade olympique de Montréal. J'en profite pour dire à tous les Québécois d'aller prendre rendez-vous quand c'est votre tour, quand on est rendu à votre groupe d'âge. C'est important d'aller se faire vacciner. Écoutez, le personnel est extraordinaire. J'ai presque rien senti, là, donc ça fait pas mal. Et c'est important. Il y a des plages horaires qui sont encore disponibles. L'enthousiasme du premier ministre a cependant été assombri par un bond du nombre de cas de COVID-19. Vendredi, le Québec a enregistré 950 nouvelles infections. Le bout, moi, qui m'inquiète, c'est le bout dans les maisons. Parce que ça, c'est défendu, sauf pour une personne qui habite seule, d'être visitée par une personne. Mais on peut penser qu'actuellement, il y a des gens qui font des visites dans les maisons à plusieurs. Il n'est pour l'instant pas question de reculer sur les assouplissements annoncés dans les dernières semaines. La réponse du gouvernement au niveau de la relance économique manque de vision, manque de réflexion. Le budget du gouvernement Legault a été attaqué de toutes parts par l'opposition vendredi. Pour le Parti libéral, il s'agit d'une opportunité manquée puisqu'il ne répond pas à certains enjeux que la crise sanitaire a fait surgir. Au niveau économique, des secteurs qui ont particulièrement souffert, qui ont été affectés davantage, la première ligne, le secteur des services, ce sont des secteurs où travaillent des femmes. Et malheureusement, la réponse qui a été donnée par le gouvernement, elle ne pourra pas aider en ce sens-là. Québec solidaire croit aussi que le gouvernement aurait dû faire davantage pour les femmes, notamment pour endiguer les violences qu'elles subissent. Visiblement, le pouvoir de persuasion de la ministre de la Condition féminine auprès du ministre des Finances n'aura pas suffi. Pour Vincent Marissal, ce nouveau budget a un parfum électoral. Quand on regarde le calendrier, on se rend compte de plus en plus que ce budget est en fait beaucoup plus une carte routière vers les prochaines élections. Du côté du Parti québécois, on a déploré le manque de vision du gouvernement qui n'a pas fait prendre de virage vert à l'économie. À la Fédération des chambres de commerce du Québec, on a accueilli chaleureusement le budget d'Éric Girard. C'est un budget qui est très pratico-pratique, qui n'est pas dogmatique, alors qui est vraiment calqué sur les besoins de la communauté d'affaires particulièrement, mais de l'ensemble des Québécois aussi. Le PDG souligne notamment le demi-milliard de dollars qui sera investi dans le développement économique régional. On a bon espoir que ça va aider les entreprises à mieux avoir accès à l'aide gouvernementale et on espère qu'il y aura aussi des répercussions sur les infrastructures. Donc, il y a beaucoup de régions qui ont besoin d'infrastructures renouvelées pour pouvoir faire la relance économique. Le budget prévoit aussi de doubler le crédit à l'innovation, une mesure très appréciée dans le milieu des affaires d'après la FCCQ. C'est qu'il y a très peu d'informations fournies sur comment le gouvernement va aider à résorber la pénurie de main-d'œuvre au Québec. On a 148 000 emplois qui ne sont toujours pas comblés. On a besoin de formation dans les milieux de travail et malheureusement, le budget est discret là-dessus. La Fédération espère que des sommes supplémentaires seront accordées pour la formation en entreprise dans les prochaines années. Faire grandir les petites entreprises en moyenne et les moyennes en grandes. C'est l'un des objectifs du budget déposé jeudi. Et certaines interventions annoncées par Québec ont charmé la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Des bonnes mesures pour les PME. Puis surtout, c'est un budget qui fait confiance à la petite et moyenne entreprise de faire partie de la relance économique. Il y a des mesures phares qui vont les aider, notamment la baisse du taux d'impôt pour les PME, qui va toucher 70 000 PME et qui va leur permettre d'investir dans des salaires, d'investir dans leur productivité et de redynamiser les économies locales.
En leur donnant un budget favorable, les PME deviennent des locomotives de la relance économique, estime la Fédération. Ils demandent toutefois au gouvernement d'être plus à l'écoute, particulièrement sur un enjeu qui a débuté avant la pandémie. Parce que, selon les données de la FCEI, il y a 25 % des PME qui ont dû refuser des ventes ou des contrats à cause de la pénurie de main-d'œuvre. Donc, on voit que le fait de ne pas pouvoir trouver le talent pour son entreprise a un impact négatif sur la croissance économique dans l'ensemble des régions du Québec. La Fédération aimerait également voir la baisse du taux d'imposition s'appliquer à davantage d'entreprises. Je pense que c'est un budget qui reconnaît qu'il y a des enjeux sociaux graves puis des secteurs qui ont été malmenés par la pandémie, puis qui répond à ça. Un signal encourageant pour les entreprises d'ici, selon le chantier de l'économie sociale. C'est qu'il y a beaucoup d'acteurs de la société civile qui sont engagés déjà à trouver des solutions pour nous rendre plus résilients sur le plan social, environnemental et économique, et qui peuvent être partenaires pour déployer ce budget. Selon Béatrice Alain, les entreprises d'économie sociale sont les mieux placées pour répondre aux enjeux exacerbés par la crise. Il n'y a pas plus local que l'économie sociale. On sait que 76 % des entreprises desservent un marché régional. Puis ces entreprises sont entièrement de propriété québécoise, puis ne vont pas se délocaliser. Elles sont au service de la communauté. Une partie du budget permettra à de nombreux secteurs de l'économie sociale d'assurer des services de proximité mieux adaptés aux collectivités. Entre autres, l'achat local, entre autres, le soin aux aînés, l'immobilier collectif. Donc, on voit des éléments de préoccupation du gouvernement sur ces questions dans ce budget. Le chantier s'inquiète toutefois que les sommes octroyées pour l'économie circulaire ne suffisent pas pour accompagner un virage qu'il qualifie de nécessaire. À la météo, le soleil sera des plus discrets cette fin de semaine. Samedi, Saguenay sera la seule à apercevoir les rayons. La pluie diluvienne recommencera de plus belle dimanche. On attend 25 mm à Québec et Trois-Rivières. Et le soleil nous fera l'honneur de sa présence lundi. Le mercure sera toutefois à la baisse, s'établissant autour du point de congélation. Voici les nouvelles qui ont retenu notre attention dans la grande région métropolitaine. Place au spectacle. Dès le 14 avril, l'Agora de la danse rouvre ses portes au grand public. Et au programme, 2 solos, dont celui de Jacques-Denis Poulain dans sa pièce Punchline. C'est un spectacle qui est amusant. Donc, ça va faire du bien avec la période qu'on vit. C'est dans l'esprit du stand-up comique. Donc, avec mouvement, la voix, il raconte une histoire, il raconte quoi? Il faut venir pour le savoir. L'artiste Estelle Clairton prendra ensuite sa place sur scène avec sa création Bouleversement. C'est plus de la danse-théâtre qu'elle fait, Estelle, et l'interprète vit, et on vit avec elle la peur, l'angoisse. Le diffuseur proposera aussi ses Midi coulisses, des moments virtuels privilégiés où rencontrer les artistes. Il nous explique comment il travaille. Donc, on rentre dans vraiment le processus du travail avant de voir la pièce. Ça, c'est... moi, je trouve que c'est bien. Tu peux être chez toi sur l'heure du midi en mangeant et tu te laisses raconter le travail, la démarche. Dû aux restrictions sanitaires, seulement 14 personnes pourront assister au spectacle en présentiel à chaque représentation. Il n'y a pas une façon de trouver la douceur puis le bonheur dans notre sexualité. Il y en a probablement des milliers. Dans son dernier spectacle intitulé « Nu », la conteuse Renée Robitaille aborde le thème de l'intimité au féminin. Elle y incarne 3 femmes aux histoires bien différentes. Ça me permettait, moi, conteuse, d'interpréter, de raconter des histoires des personnages, mais aussi d'aller dans différentes formes de langage comme le masque ou la marionnette. Une création scénique qui a d'abord pris la forme d'un balado. J'ai eu envie de m'asseoir avec plein de femmes pour les écouter se raconter par rapport à leur sexualité. La conteuse a alors écouté une trentaine de femmes parler de leur sexualité.
7 comédiennes ont ensuite incarné ces témoignages. Le défi pour moi, ça a été de guider les femmes qui devaient faire l'interprétation à travers leur propre sensibilité. Et c'était de dire, OK, comment est-ce que tu peux toucher à ta propre vulnérabilité et vraiment nous donner ça à travers la voix. Le spectacle nu retrouvera les planches à l'automne 2021. Le marché de l'immobilier continue sa flambée en période pandémique et la MRC de Memphremagog ne fait pas exception. L'engouement est palpable partout dans la région. On a remarqué qu'il y avait eu une augmentation à peu près de 23 % des prix des propriétés unifamiliales de l'année 2019 et 2020. Les propriétés riveraines ont également la cote. Pour ce qui est de la résidence secondaire sur le bord de l'eau, il y a eu une augmentation du prix médian de 25 %, ce qui a fait passer le prix de 490 000 à environ 600 000 $. La région connaît une augmentation de 50 % de sa clientèle montréalaise. Christian Lompré conseille aux aspirants propriétaires de procéder à une préautorisation bancaire afin de faciliter les transactions futures. Les serres Belle de Jour engagent presque exclusivement des travailleurs issus du Guatemala. Une décision d'emblée compliquée que la pandémie a rendue encore plus complexe. Puis au bout de 10 jours, on prend le test. Ils n'ont pas le COVID, mais pas suffisant. Il faut attendre 15 jours quand même. Ça fait qu'on attend 15 jours. Ils ont fait le test au bout de 10 jours. Ils n'ont pas le COVID. À la 15e journée, hop, ils s'en viennent travailler. Puis là, on a hâte. La COVID-19 a changé les méthodes de recrutement, mais a également modifié les habitudes des clients. Ceux-ci achetaient presque exclusivement des fleurs, mais sont de plus en plus intéressés par l'autosuffisance. Mais là, les légumes puis les jardins, le monde sont fous, là. Ils veulent tous avoir des légumes de leur jardin. Ils veulent tous se suffire à eux-mêmes. Fait qu'on a développé des nouveaux contenants, des nouvelles affaires pour les favoriser pour leur jardin. Que ça soit plus facile, les contenants sont préparés à toutes les sortes inimaginables. On n'a jamais fait de bêtes, exemple, on en fait depuis 2 ans. Belle de Jour est une opération comprenant plus de 60 serres. Montréal pourrait s'inspirer de la tarification routière imposée par des grandes villes comme New York et Londres pour réduire ses émissions de GES. C'est ce que suggère un récent rapport de la Fondation David Suzuki. La Ville de Montréal s'est donné un objectif pour réduire l'utilisation de l'automobile solo de 25 % d'ici 2030. Alors, la tarification doit faire partie d'un ensemble de mesures provinciales et fédérales aussi. Alors, on parle d'une norme sur les carburants propres, aussi de l'investissement solide dans les transports communs. En plus de financer l'entretien des routes, la tarification de la mobilité permettrait de réduire le nombre de véhicules privés qui circulent en zone urbaine. Une mesure dissuasive qui ne fait toutefois pas l'affaire de tous. Même si la tarification peut être très efficace, c'est aussi, il y a un grand enjeu d'équité. Alors, on ne peut pas ignorer le fait que la tarification peut désavantager des ménages à faible revenu, des personnes à mobilité réduite. Alors, les programmes doivent être très, très bien conçus. Selon Mme Khan, pour assurer une redistribution équitable des revenus issus de la tarification, un souci de transparence s'impose. Voici ce qui a également retenu notre attention dans la province. Le 29 mars marquera le début d'une nouvelle ère dans le paysage médiatique québécois. Dès lundi, Nouveau offrira aux téléspectateurs un tout nouveau rendez-vous d'information intitulé Le Fil. Noémie Mercier trouvera le public pour la première émission de 17h, alors que Michel Bérère sera aux commandes de l'édition de fin de soirée, prévue à 22h.
Et selon ce dernier, monter une salle de nouvelles en 9 mois est un exploit en soi. Tout était à faire. Il y a quelques mois ici, là, il n'y avait même pas un fil de passé. L'équipe était à mettre du gyps pratiquement sur les murs et commencer à faire des cloisons. Alors que le fil constitue désormais la 3e voie de l'information télévisuelle au Québec, l'équipe de Nouveau a dû opter pour une nouvelle approche. Vous avez peut-être l'habitude de voir les chefs d'antenne parler de façon très neutre. Nous, on ne gênera peut-être pas des fois de parler aux gens parce qu'on est des êtres humains, on est des citoyens comme les téléspectateurs. Alors, on a nos réactions par rapport aux nouvelles. Ça ne veut pas dire tomber dans le commentaire puis dans l'opinion. Jean-Philippe Pinault, le chef de l'information de Nouveau Info, a bâti une équipe aussi chevronnée que diversifiée. C'est vraiment des gens qui ont travaillé dans différents médias, qui arrivent avec leur expérience. Et là, on mélange tout ça. Ça fait que c'est pas une salle des nouvelles homogène. On n'a pas tous le même parcours. L'équipe de Nouveau Info tente d'ailleurs de s'éloigner des bulletins de nouvelles traditionnels. On dit rendez-vous d'information parce qu'on a essayé de sortir des codes convenus des bulletins d'information avec de la météo, par exemple, à chaque bulletin, les sports, le culturel. Ce sont des sujets qu'on va aborder, mais on va les aborder à la pièce. C'est Mickey Guerrier qui sera l'animateur des éditions du week-end. Elles prendront d'ailleurs la forme de magazines où les dossiers seront creusés en profondeur. Une offre numérique sera également disponible le 29 mars et sera bonifiée dès l'automne prochain. Du lundi au vendredi, vous pourrez retrouver Lisa-Marie Blais dès 17h. Elle sera à la barre de l'émission de Québec en plus des éditions régionales en Mauricie, au Saguenay-Lac-Saint-Jean ainsi qu'en Estrie. C'est un beau mandat, mais c'est un gros mandat. Selon Lisa-Marie Blais, le nerf de la guerre réside dans le traitement de l'information. On fait beaucoup de choix éditoriaux, évidemment, donc on se pose beaucoup de questions à savoir de la façon, peut-être pas comment on va, peut-être pas si on va les traiter, mais surtout comment on va les traiter. Et plusieurs dossiers demeurent à surveiller dans la capitale nationale. On surveille à peu près tout ce qui se passe. On a un œil sur les grands enjeux. Mais là, pour Québec, en ce moment, évidemment, ce qui est assez gros et ce qui est en développement, c'est toute la saga du tramway. Donc ça, c'est sûr et certain qu'on est là-dessus. Un journaliste sera affecté exclusivement aux activités de l'Assemblée nationale. Curieux, motivé et rigoureux, couvrir la politique provinciale était un véritable rêve pour Maxime Denis. Je suis seul avec mon iPhone à couvrir un peu plus les coulisses ou l'enjeu politique d'une autre façon. Donc ça va être vraiment de vulgariser au maximum pour les gens la politique vue par un gars de 30 ans. Et ce mordu de politique entrevoit la campagne de vaccination comme la lumière au bout du tunnel. Il y a des enjeux vraiment en matière environnementale notamment. Il y a des enjeux, on l'a vu, avec la violence auprès des enfants, auprès des femmes. Donc on a des enjeux de société majeurs qui parfois passent sous le radar en ce moment, justement à cause de la COVID. Donc ça va être de ramener ça dans l'actualité aussi. Les téléspectateurs pourront retrouver Maxime Denis autant en semaine que la fin de semaine. La première édition du Fil Québec sera en ondes lundi le 29 mars à 17h30, tout juste après la portion nationale de 17h. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'équipe est fin prête pour le jour J. Les journalistes terrain attendent avec impatience le 29 mars. Et ce ne sont pas les sujets qui manquent au Saguenay. C'est sûr que les dossiers de GNL Québec, c'est quelque chose que je connaissais même avant d'arriver dans la région. Tout ce qui est aussi de l'industrie forestière, il y a des sujets très intéressants par rapport à ça. Il y a des sujets liés aussi à toutes les régions, exemple des places en garderie, tous les dossiers sur les problèmes démographiques aussi. Les journalistes seront également appelés à rédiger, traiter, réaliser et monter leurs propres segments. Un aspect du travail qui plaît particulièrement à Catherine Boucher. Le journalisme, ça s'en va vers ça aussi, d'être capable d'opérer autant le derrière que le devant de caméra, donc d'être multifonction en fait. Donc je pense que ça va vraiment m'ouvrir plusieurs portes, puis ça va apporter quelque chose de nouveau, d'être capable de se diversifier à tous les points de vue. Le format plus long des reportages fait sourire les vidéastes de l'équipe. On a le temps, mettons, par rapport à mon travail, de faire un beau cadre,
pour une entrevue qui ne durera pas 15 secondes, mais peut-être de quoi qui va ressembler plus à 1 minute et demie où ce qu'on va attendre notre intervenant. Puis je trouve que c'est une façon à nos intervenants de mieux s'exprimer et qu'on prenne moins la parole pour eux. La première émission du Fil Saguenay sera présentée le 29 mars dès 17h30. La Mauricie ne sera pas laissée pour compte. On en jase avec l'ancien membre de NVL, Éric Dufresne, qui se joint à l'équipe du Fil en tant que technicien multifonction. Pour le Mauricien d'origine, il s'agit d'une belle opportunité de poursuivre la couverture de sa région natale. Chacun des journalistes va partir sur le terrain avec une caméra. Ils vont tourner eux-mêmes leurs images, puis moi je suis là en support s'ils ont besoin d'avoir des détournages des fois qui nécessitent 2 caméras. Des fois au niveau du montage, c'est plus compliqué aussi. Fait que c'est là que j'entre en fonction. Depuis quelques semaines déjà, l'équipe du Fil est en mode préparation. On est en rodage. On fait des topos qu'on met en banque pour la suite. Il y a des topos qu'on fait que c'est uniquement de la pratique. Mais c'est ça, tous les jours on avance, puis on va être prêt pour le 29. À quelques jours du lancement, la fébrilité est palpable. Le stress se transforme en excitation et l'adrénaline commence à prendre place. Je pense que tout le monde a hâte. Il y a beaucoup de stress quand même parce que c'est ça, on part pas tous de la même place, mais tout le monde a hâte. Puis c'est sûr, on est en rodage, fait qu'il y a encore des zones grises, mais quand on va être parti, ben là, le train est parti et on n'arrête plus. La première couverture du Fil en Mauricie est prévue le 29 mars dès 17h30. La région de l'Estrie sera également couverte par l'équipe de Nouveau Info. Les journalistes couvriront l'actualité estrienne sous un nouvel angle. Il y aura toute une manière, vraiment une réflexion derrière le choix des sujets, parce que quand on en choisit juste 2, ben, il faut être sûr que ce soit les bons, que ce soit eux qui parlent aux gens. Donc, ce sera aussi une façon de mettre la diversité de l'avant. Ça, c'est une de nos grandes missions, surtout en région. On la voit moins, on l'entend moins, puis ce sera vraiment une des missions dans le contenu de cette émission. Moi, ce qui me tient à cœur, c'est vraiment que les gens se sentent concernés par ce qu'ils consomment, de faire le choix d'écouter un reportage, par exemple. Il faut qu'on sente un sentiment d'appartenance. On veut donner aussi la voix à ceux qui ne l'ont pas souvent. Selon Fanny Lachance-Paquette, la pluralité de la voix dans la sphère médiatique québécoise est primordiale. Pour la démocratie, c'est toujours important qu'il y ait une diversité de points de vue, une diversité aussi de voix qui se fassent entendre. Puis on se rend compte aussi qu'il y a plein de gens qui délaissent de plus en plus les médias traditionnels. Les bulletins de nouvelles leur conviennent peut-être moins. Alors nous, notre objectif aussi, bien, c'est d'aller les chercher, ces gens-là. Pour les mordus d'actualité et les nouveaux adeptes, rendez-vous